Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser en premier lieu à un exercice que je souhaitais corriger sur la chaîne, qui est sur les espaces vectoriels normés avec il y a de la topologie. Il est assez dur. Voilà, j'ai pas réussi à aboutir, donc je donnerai l'exercice pour celui qui souhaite s'exercer. Néanmoins, je suis pas en mesure d'apporter une correction. Ensuite, on s'intéressera, et ça fera l'objet de la vidéo en fait, aux matrices symétriques, c'est-à-dire à l'ensemble Sn de R, de matrices symétriques réelles dans notre cas. Et on étudiera plus en détail la matrice dont le terme général c'est I plus J moins 1. On va étudier différentes propriétés de cette matrice à travers deux exercices, un central et un mi-pont. Par principe, bien sûr, je fais que du central, donc je corrigerai uniquement le central, mais on abordera deux trois questions du mi-pont en diagonale. Et en fait, on verra que justement cette matrice-là nous permettra en fait de faire le pont vers un objet assez important qui, dans le cas des matrices symétriques réelles, permet de faire le lien entre l'algèbre et l'analyse. Donc c'est un objet qui s'appelle le quotient euh, de Rayleigh. Et donc je souhaitais l'aborder aujourd'hui à travers ces exercices-là car il est vachement important, il tombe énormément de plus en plus en psy et en PC à Centrale, mais aussi aux mines et aux ENS. Les questions posées sont à chaque fois différentes. J'essaierai de les aborder euh, de part et d'autre. Et enfin, on fera, donc là, ce sera un peu plus compliqué parce que je m'y connais pas beaucoup dans ça, mais c'est plus une piste que je donne pour celui qui souhaite s'intéresser au sujet. On verra qu'en fait, le quotient de Rayleigh permet de nous mener à un théorème qui est fondamental pour les matrices symétriques. C'est le théorème de Courant-Fisher. Voilà. Donc on étudiera tout ça dans cette vidéo. Donc en premier lieu, l'exercice que je vais donner. En second lieu, les deux exercices, CCS et Minpont. Ensuite, les quotients de Rayleigh. Et finalement, le théorème de Courant-Fisher. Alors, donc en premier lieu, l'exercice dont je vous parlais, c'est le suivant. Donc pour celui qui souhaite s'entraîner, il peut le prendre en screen et essayer de le faire, et dans le pire des cas, le faire corriger par l'IA. Donc c'est un exercice d'espace vectoriel normé, de topologie plus précisément, car ici en fait on manipule des boules. Euh, pour la petite information, je l'avais donc demandé à un colleur pendant l'année. Quand on était sur le chapitre des espaces vectoriels normés, je lui avais demandé un exercice type central min-pont, et il m'avait ramené justement ce fameux exercice 23, qui est super dur. Il est super dur. Donc j'avais pas eu le temps de le traiter pendant la colle, c'est pourquoi il me l'avait donné en me disant de m'exercer dessus pendant le reste de l'année. Et là je l'ai retrouvé en faisant du tri dans mes affaires, et je le trouvais intéressant mais vachement compliqué pour un exercice mi-pont central. Donc je pense qu'il y a eu un peu une certaine confusion, et à mon avis c'est peut-être un peu plus niveau ENS, mais ça vaut le coup je pense d'être étudié, hein, il doit être intéressant. Donc moi j'ai réussi à me débrouiller pour la question 1, c'est du court, il n'y a rien de très choquant. La question 2, ça va, j'ai quelque chose, mais la question 3 et 4, rien du tout. J'ai pas réussi. Donc voilà, si quelqu'un y arrive, je serais content de le savoir, et puis surtout, ce serait un beau défi, je pense. Donc là, on dépasse un peu le cadre central, hein. Ce sera un exercice central vraiment très très méchant, à l'exception des questions 1 et 2. Même la question 2 est un peu relevée. Enfin voilà, si quelqu'un souhaite le faire, au moins l'exercice, je le donne ici. Nous, on va plus en détail s'intéresser donc à l'exercice que quelqu'un de ma classe avait rapporté à l'issue des oraux centrales. Et donc, c'est autour en fait de cette matrice-là, hein, la fameuse matrice H, dont le terme général c'est 1 sur I plus J moins 1. Il y a deux questions, il devait y en avoir une troisième. Néanmoins, cette question a été oubliée. On verra que c'est un exercice qui est pas si classique. La question 1, c'est pas du cours. Euh, Ça peut être un peu déroutant. Voilà, surtout si jamais on n'a jamais traité cette matrice-là, c'est bien de l'avoir vu au moins une fois pour en fait savoir ce qu'il faut faire. Donc l'exercice, je l'ai donné à l'IA, qui l'a formaté en LaTeX. Donc voilà, si quelqu'un souhaite prendre un screen pour, euh, pour éventuellement le faire, d'abord, en fait c'est ce qui est mieux, hein. Le but de cette vidéo c'est vraiment de donner l'exercice. Après la correction c'est un plus, hein. De toute façon elle a pas la prétention d'être parfaite, il y aura sûrement des erreurs. Et bien sûr c'est avec plaisir que je souhaite être corrigé
pour améliorer le raisonnement. Et je présenterai ensuite, donc, à l'issue de cet exercice, le deuxième exercice, donc l'exercice 6b que vous pouvez voir ici, là, qui est en fait assez similaire, mais cette fois qui vient du bouquin que j'avais présenté dans ma vidéo sur l'admissibilité ACS. C'est oraux, corrigé et commenté. Voilà, donc le bouquin vert là, que vous pourrez trouver dans ma première vidéo. Parce que enfin, cette matrice-là, en fait, c'est un classique. Donc, on va commencer sans plus tarder par la question 1. Alors, de prime abord, qu'est-ce qu'on peut relever? On va pas commencer par la question 1. On va plutôt essayer d'avoir un ordre d'idée, comme je vous avais dit en fait dans la précédente vidéo en physique, en lisant l'exercice, de savoir ce qu'on attend de nous et quel objet est-ce qu'on considère. Donc, premièrement, on reconnaît que c'est un exercice d'algèbre, manipule voilà, une matrice. Le truc qui est un peu compliqué, c'est de situer le chapitre. Parce qu'en fait, à ce stade-là, tout est fait pour que vous n'ayez pas d'indice à propos de cette fameuse matrice. Et on va voir qu'il y a quelque chose de fondamental à remarquer. Néanmoins, en connaissant son cours, on peut avoir un premier indice, c'est le fait qu'on introduise l'application Q. Donc cette application XTHX, bien sûr, c'est un réel, hein. On renvoie un réel, donc c'est une application finalement de Rn dans R hein, pour l'application Q. On peut avoir un premier indice, si jamais on connaît XTHX, normalement on l'a déjà vu dans le chapitre d'endomorphisme remarquable. Voilà. Les endomorphismes remarquables, et plus précisément dans la section des endomorphismes symétriques. Donc voilà, plus symétrique. La première question légitimement qu'on peut se poser, c'est cette matrice est-elle symétrique? Comme ça on sait à peu près où est-ce qu'on se situe et vers où est-ce qu'on va. Donc, on peut remarquer qu'en fait, c'est égal à 1 sur J plus I-1. On a simplement inversé les deux, mais ça reste à la fin la même chose. Finalement, on a montré que HIJ, c'est égal à HJI. Donc ça, à la limite, vous pouvez le dire à l'oral, il n'y a pas besoin d'extrapoler sur le sujet. Donc finalement, ce qu'on vient de montrer, vu que HIJ sont quelconques, eh bien, d'ailleurs, ouais, dans l'exercice, c'était un M. À mon avis, c'était plutôt un N, hein. C'est juste que voilà, l'IA a mal reconnu le N ici. Mais enfin, on va partir du principe que c'est une N. Hein. Enfin, on est sur Mn de R et non MM. Donc, la matrice H est symétrique, réelle, bien sûr. C'est la première chose qu'on sait. On le dit à l'oral, et ça permet à l'examinateur de comprendre qu'on sait à peu près vers où est-ce qu'on va. Surtout qu'ensuite on nous demande de montrer que H est inversible, et on va voir que cet argument-là, il est crucial. Alors, donc on souhaite montrer cette égalité, et on définit la fonction Q. Alors, on va commencer sans plus tarder cette fois par la question 1. Donc, on introduit un vecteur x qui est différent du vecteur nul. C'est vachement important. Et x est égal à x1, xn. Donc, à ce stade, on peut essayer en fait de sauter un petit peu les étapes, parce que là, on a une grosse expression qui semble un peu éloignée de ça. Donc, on peut plus essayer de voir où est-ce qu'on veut nous mener. Donc, montrer que h est inversible. H est inversible, c'est-à-dire h est inversible si et seulement si le noyau de h est égal au singleton vecteur nul. À quelles conditions est-ce que le quart de h est réduit au singleton vecteur nul? Si il n'existe pas de tel vecteur x appartenant à Mn1 de R tel que Ax est égal à 0. Hx, hein, bien sûr, c'était Hx qui est égal à 0. Donc, finalement, si 0, si jamais on traduit en termes de réduction, 0 n'appartient pas au spectre de H. Or, qu'est-ce qu'on sait? Maintenant qu'on sait que cette matrice H, elle appartient à Sn de R, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait qu'en fait, le critère pour les endomorphismes symétriques, il y a deux types en fait, il y a deux gros types d'endomorphismes symétriques, c'est Sn plus de R et Sn de R. Dans le cas de Sn++, on sait que le spectre de H ici, il serait inclus dans R plus étoile. Et ici, on sait que le spectre de H, il est inclus dans R+. Or, le problème de R+, c'est que voilà, 0 appartient à R+. Donc, finalement, nous, pour montrer que c'est inversible, ce qu'il nous suffirait de montrer, c'est que le spectre de H est inclus dans R plus étoile. Or, par la caractérisation
à l'aide de xthx, en fait, il nous suffit de montrer que pour un vecteur x non nul, c'est pour ça que je dis que c'est vachement important, le fait que ici ce x il soit déclaré non nul, il suffit que xthx soit strictement supérieur à 0. Et en fait, c'est ce qu'on va essayer de montrer. Donc là, on comprend un peu plus pourquoi est-ce qu'on souhaite montrer cette égalité-là. On ne va pas la montrer bêtement, on comprend un peu le but, et encore une fois, tout ça, ça vient de la première étape, hein, vous pouvez remarquer, c'est simplement situer le chapitre. C'est vachement important. C'est-à-dire que l'exercice, où est-ce qu'il se situe dans le programme? Une fois que vous avez trouvé ça, après, c'est un raisonnement en chaîne qui va nous permettre en fait d'arriver à cette caractérisation-là. Donc ici, on va procéder au calcul, et en fait, la fin de la question 1, bon, on l'a déjà fait. Alors, et c'est pour ça que je trouve ça important de faire cette vidéo. Enfin, je vais commencer à écrire, sinon on va pas s'en sortir. X transposé, bien sûr. On a un vecteur ligne. Ensuite, on a la matrice H. Et le vecteur colonne X. Donc, quand on va faire une première fois, en fait, on va à chaque fois prendre ce vecteur-là et le multiplier par la colonne. Donc en fait, ça va être un vecteur ligne dont les composantes, enfin, ça va changer en fonction des colonnes. Donc, c'est-à-dire, là c'est un produit matriciel assez classique. HIJ, et cette fois c'est J en fait, qui va décrire 1 à n. Et on multiplie par le vecteur x. Voilà. On peut remplacer par le terme HIJ. Voilà, donc là je vais pas le réécrire, hein. On a compris que J était indexé entre 1 et n. Voilà. Et finalement, en fait, on a simplement une double somme. Parce qu'en fait, on va sommer cette fois sur tous les coefficients, donc aussi sur les colonnes. En fait, le xj, il provient de cette multiplication que vous faites avec cette colonne-là. Donc, on a cette première expression. Et là, ce qui peut paraître un petit peu déroutant, surtout dans un exercice d'algèbre, c'est l'apparition de cette intégrale. Et c'est quand même vachement rare que des intégrales apparaissent dans des exercices d'algèbre. Il faut surtout pas se laisser décontenancer. Et on reste posé et justement, on réfléchit. Donc, déjà, un truc qui n'est pas anodin, c'est que cette intégrale elle est entre 0 et 1. Et c'est pour ça que je dis que c'est important de connaître cette matrice-là un peu par cœur, parce que c'est cette manipulation-là qui est clé dans plein d'exercices. C'est en fait le fait de réécrire le terme général sous la forme d'une intégrale. Et ensuite, on va voir la manipulation qui suit. Donc, là, je vais agir de manière générale en prenant donc, on va prendre un couple IJ qui est dans un n carré, et on va réécrire 1 sur i plus j moins 1. Et en fait, ça, faut le voir exactement euh, comme quand vous faites en fait la primitive de x puissance n. Bien sûr, quand vous faites la primitive, vous avez x puissance n plus 1 sur n plus 1. Bah là, en fait, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que 1 sur i plus j moins 1, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance i plus j moins 2 dt. Et on vérifie bien que cette quantité-là, elle est positive, enfin positive ou nulle, car bien sûr i est supérieur ou égal à 1, j est supérieur ou égal à 1, donc i plus j c'est supérieur ou égal à 2. Voilà. Finalement, on a pu réécrire le terme avec une intégrale. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'avoir vu cette matrice-là une première fois, parce que cette manipulation-là, le jour de l'oral, elle n'est pas naturelle. Ça va pas sortir naturellement. Et vous pouvez bloquer en fait. Et si jamais le jury ne vous donne pas des pistes faciles, vous pouvez vraiment passer tout l'oral à essayer de trouver cette intégrale-là. Donc au moins, voilà. Ici c'est donné. Vous le voyez au moins une fois. Comme ça, si vous tombez dessus à l'oral, bah, ça sera clair quoi. Parce que là, en fait, on peut imaginer que la personne justement qui a passé l'oral n'a pas pu atteindre la question 3 car elle a passé trop de temps sur cette question. Parce qu'on va voir qu'en fait la question d'après elle est assez simple. Donc voilà, à ce stade-là, on obtient donc cette écriture ci qu'on va pouvoir
réinjecter dans notre double somme. Ici, on n'a pas de problème car on manipule des sommes finies, donc on peut bien sûr intervertir somme et intégrale. Donc, je vais directement placer le symbole intégral devant. Et ensuite, on va procéder par étapes pour que ce soit plus clair. Alors, à ce stade-là, ça peut encore paraître un peu abrupt. On peut ne pas trop comprendre ce qu'on doit faire. Néanmoins, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'en fait, tous les éléments qu'on a ici, donc le xi, le xj, le ti, tj, en fait, on a, entre guillemets, on a tout en double. Parce que ti plus j moins 2, on peut l'écrire ti, on peut l'écrire ti, décidément, ti moins 1 fois tj moins 1. Donc en fait, c'est comme si on avait tout en double. Et le fait qu'on ait tout en double, il faut que ça fasse écho au carré qui est ici. Surtout que là, en fait, on voit, hein, à chaque fois, on a xi puissance ti moins 1. Voilà. Donc là, c'est comme ça, en fait, c'est à partir de cette observation-là qu'on va pouvoir... bon, je vais peut-être écrire en bas, sinon on va perdre le fil. Et c'est à partir de cette observation-là qu'on va pouvoir simplifier l'expression. Donc, xi, ti moins 1, justement comme je disais, tj-2 fois xj. Or, les indices sont muets. En fait, c'est exactement... enfin, que l'on somme indexé sur j ou sur i, c'est la même chose. Donc finalement, ce qu'on a, c'est bien ce qui était recherché. Voilà. Et donc, on aboutit à l'expression suivante. Je vais encadrer le résultat. Et c'était bien ce que l'on cherchait à démontrer. On a fait la première partie de la question. On va passer à la deuxième. En déduire que h est inversible. Et donc là, euh, finalement, en fait, ce qu'on va utiliser, c'est ça, hein, c'est le fait que qx soit strictement supérieur à 0. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Car x est non nul, et l'argument fondamental qu'on a obtenu à l'issue de notre recherche de en fait, situer le chapitre dans le programme, c'est le fait que h soit symétrique, réel. Parce que si h n'est pas symétrique réel, ce critère-là de dire qx supérieur à 0 pour tout x non nul, enfin strictement supérieur à 0 pour tout x non nul, implique Sn++, bah déjà c'est faux, hein, parce que pour qu'une matrice soit dans Sn++, essentiellement elle est symétrique. Voilà. Donc c'est important de le dire. Il faut vraiment le dire. On va l'écrire, hein, de toute façon. Je vais l'écrire en gros une bonne fois pour toutes. La matrice A et H est symétrique réel. Désormais, pour montrer que c'est inversible, normalement j'ai déjà expliqué hein, le raisonnement qu'on a fait là, on souhaite seulement montrer que c'est strictement supérieur à 0. C'est ce qu'on va montrer à partir de l'expression qu'on a obtenue. Donc, pour ce faire, on va raisonner par l'absurde. Et on va supposer, donc on a encore une fois notre x qui est non nul, et on va supposer que qx égale 0. Or, et là c'est ça qui est important, l'application qui a t associe la somme donc de xi ti-1 au carré, elle est continue, car elle est polynomiale en t, et elle est positive du fait de la présence du carré. Et quand l'intégrale d'une quantité positive et continue est nulle, ça signifie que justement la quantité, enfin l'intégrande est nulle. Donc finalement on est en train de dire ça. Or,
c'est absurde parce qu'en fait, on aurait une telle égalité du fait que t soit positif, si et seulement si x était égal à 0. Or, justement, on a dit au tout début que x est différent de 0. C'est pour ça que je disais que c'est important. Et du fait que x soit différent de 0, on en déduit finalement que notre hypothèse de départ était fausse, cette hypothèse-là. Donc, Qx est nécessairement supérieur strictement à 0. Bien sûr, Qx ne peut pas être strictement inférieur à 0 du fait de la positivité de l'intégrale. Par positivité de l'intégrale, on sait que cette quantité-là, elle est positive car élevée au carré. Donc, cette quantité-là, à minima, nous, à ce stade-là, ce qu'on savait, c'est qu'elle était supérieure ou égale. Donc là, en fait, on a simplement enlevé le cas d'égalité égale à 0 quand x est non nul. Voilà. On a montré que Qx était supérieur ou égal à 0, et par, je crois que ça s'appelle la caractérisation spectrale, mais je suis pas sûr. Donc par caractérisation spectrale, on va dire ça, on sait que H est une matrice de Sn++. Et justement, du fait que H est une matrice de Sn++, par un théorème du cours, on sait que le spectre de H est inclus dans R plus étoile. De ce fait, 0 n'appartient pas au spectre de H. De ce fait, H appartient à GLN de R. Et on a montré que H est inversible. On va passer à la question 2. Donc ici, on souhaite en fait encadrer les valeurs propres et on va voir que c'est ça qui va nous amener au quotient de Rayleigh et ensuite au théorème de courant-Fisher. Donc ici, on compte avec multiplicité AM, la plus petite des valeurs propres de H, et BM, si, respectivement BM, voilà. Donc c'est écrit ici, AM la plus petite, BM la plus grande, des valeurs propres de H. Et on souhaite montrer l'égalité suivante. Alors là, encore une fois, décryptage, je vais plutôt l'écrire avec des n. Donc on va écrire n à n, vu que j'avais tout fait avec des n, c'est juste pour rester cohérent. On souhaite montrer donc les inégalités suivantes. Premièrement, qu'est-ce qu'on remarque? Là, en fait, on somme les coefficients diagonaux de la matrice H. Donc ça, cette quantité-là, c'est ni plus ni moins que trace de H. Trace de H, de plus on a n de part et d'autre, donc en fait n, on va se douter qu'il y a une majoration qui est très grossière. Il va falloir qu'on fasse une majoration grossière. Donc finalement on divise par n qui est bien sûr non nul, donc nous ce qu'on veut montrer, c'est que trace de H sur n est encadrée par les valeurs propres de la matrice, et c'est ça qu'on va essayer de montrer. Parce que c'est simplement, c'est plus malléable quoi. Donc, vous allez voir pourquoi cette question n'est pas très dure. Trace de H, on connaît une expression de trace de H en fonction des valeurs propres. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va noter, donc, pour que ce soit plus clair, spectre de H, et on va les compter donc dans l'ordre croissant des valeurs propres. Et on va dire que spectre de H, c'est lambda 1, etc. jusqu'à lambda n, avec donc, bien sûr, selon ma définition, lambda 1 qui est égal à an, et lambda n qui est égal à bn. Mais je souhaitais en fait toutes les indexer de 1 à n pour que ce soit plus clair. Alors, et donc, qu'est-ce qu'on sait? Ici, les valeurs propres, encore une fois, elles sont comptées avec multiplicité. Hein. C'est-à-dire qu'éventuellement, lambda 1 peut être égal à lambda 2. Voilà, c'est comme ça. Donc, la trace de h, en temps normal, c'est égal à la somme des lambda appartenant à un spectre de h, lambda fois la multiplicité de lambda comme valeur propre de h. Or, ici, justement, on a compté avec ordre de multiplicité, donc c'est égal à la somme de 1 à n des lambda i. Voilà. Or, on sait justement que, je vais l'écrire, pour tout i appartenant à un n,
lambda i, en fait, on peut l'encadrer. Lambda i, c'est inférieur ou égal à bn, et c'est supérieur ou égal à an. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a? Si jamais on le réécrit, ben on a que somme des lambda i, donc en fait, c'est-à-dire la trace, c'est inférieur à la somme des bn. Toutes les quantités manipulées ici sont strictement positives, du fait que on a montré que spectre de H est inclus dans R plus étoile. Donc à la limite, on n'a pas de problème pour encadrer. C'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné plus tôt. Toutes les opérations qu'on effectue ici, elles sont licites. Voilà, on a l'encadrement suivant de la somme. De ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Et bien en fait là, on somme à n, sauf qu'on somme à n fois. Donc on a n fois à n, inférieur ou égal, cette quantité-là, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est la trace. Donc là, on va simplement remplacer par la trace, qui est inférieure à n fois bn. Finalement, ben, on a bien ce que l'on souhaitait montrer. C'est-à-dire on obtient l'encadrement voulu. On a bien montré qu'en fait, trace de h sur n, c'est encadré par les valeurs propres, de la matrice h. Donc, c'est ce qui nous permet de conclure l'exercice, enfin, l'exercice qui a été restitué parce que bah, dans les faits, il manque une question, comme l'a indiqué la personne. Question suivante oubliée, il y en a peut-être même plusieurs. Néanmoins, nous, on va s'en tenir là. Et on a vu en fait ici à travers trace de h sur n, mais on vous verra dans quelques minutes qu'il y a d'autres manières qui permettent d'encadrer ces valeurs propres en étant plus précis. C'est ce qui va nous mener au quotient de Rayleigh. Néanmoins, cette matrice-là, il faut se dire qu'en fait, toute la question 1, c'est un immense classique. Ça tombe assez souvent, il faut savoir le faire, parce que c'est un exercice qui tombe. C'est-à-dire que c'est tombé il y a plusieurs années, ça retombe encore cette année, aussi bien à Centrale qu'à Minpon, donc c'est un exercice en le bossant, c'est versatile, quoi. Ça tombe pas qu'à Centrale, ça tombe pas qu'à Minpon, ça tombe vraiment partout. Donc voilà, c'est bien de le bosser au moins une fois. On va attaquer donc l'exercice 6b, qui est extrait donc du bouquin Oraux corrigé et commenté, comme je vous avais dit. Oraux corrigé, commenté. Voilà le bouquin vert. Et en fait, vous pouvez voir qu'on retrouve strictement la même matrice, hein, la matrice HJ, la même chose. Et donc là, on va pas vraiment apporter de correction, mais on va simplement discuter les différentes questions qu'il y a, apporter des pistes, et on va voir qu'en fait, c'est globalement la même chose, hein. Montrer que H est diagonalisable. Donc, H est diagonalisable, en fait, c'est toute la recherche qu'on a fait préalablement dans l'exercice 6 d'analyse de l'énoncé. Parce que ici, montrer que H est diagonalisable, une grosse erreur, ça serait de sortir le polynôme caractéristique. Parce qu'on pourrait se dire, je dispose du terme général, je vais calculer le polynôme caractéristique. Et de se dire qu'en fait, c'est un résultat qui est économe, parce qu'on va faire une pierre de coups, on va récupérer les valeurs propres. Je pense que c'est une immense galère. Et le jury, bah, le risque, c'est qu'ils ne vous disent pas d'arrêter et qu'ils vous laissent partir sur cette piste-là. Donc là, bien sûr, hein, pour montrer que H est diagonalisable, c'est le théorème spectral. Il suffit de remarquer que H, la matrice H, elle est symétrique réelle. Donc là, en fait, la question 1, c'est un peu un substitut de nous, l'analyse qu'on avait fait pour situer le chapitre. Voilà. Ensuite, on souhaite montrer que le spectre est inclus dans R plus étoile. Donc là, encore une fois, c'est la caractérisation spectrale. Montrer que xthx est strictement supérieur à 0. C'est ce qu'on a montré. Ici, c'est un peu plus détaillé, car on nous demande de montrer cette formule-là. Donc on sait à peu près qu'il y aura une étape à un moment pour faire apparaître l'intégrale. Ici, c'est posé, c'est assez voilà, c'est brut de décoffrage. Je pense que dans l'énoncé, c'était uniquement montrer que spectre de H est inclus dans R plus étoile, connaissant Minpon. L'indication, en revanche, à mon avis, a été donnée à l'oral par l'examinateur. Donc partez du principe que le jour de l'oral, on vous demandera seulement de montrer ça. Et celui qui arrive justement en proposant cette formulation intégrale de l'expression gagne énormément de points par rapport aux autres. Parce que ça montre une certaine autonomie et bah, que vous savez bosser, quoi, parce qu'on ne peut pas le sortir de nulle part, ça. Ouais, c'est ce qu'ils disent, hein. On remarquera que 1 sur 1 plus j moins 1 est la valeur de l'intégrale de 0 à 1 d'une fonction assez simple. Voilà.
Donc ici, dans notre cas, c'est x puissance 1 plus j moins 2, i plus j moins 2. Voilà, montrer que h est inversible, pas la question la plus compliquée, il suffit de se référer en fait à ça. Et ensuite, le plus intéressant, ici on a introduit donc la même, en fait vous voyez c'est quasiment les mêmes exercices, hein, parce que là on a réintroduit cette application, hein, l'application Q qui a x introduit xchx qui je le rappelle appartient à R, hein, c'est une application qui est de Rn dans R. Et encore une fois, en fait on souhaite, c'est même pas d'effort, hein, c'est les mêmes noms pour le minimum et le maximum, on souhaite encadrer. Encore une fois, les valeurs, enfin la quantité ici Qx sur norme de x au carré, on souhaite l'encadrer par les valeurs propres extrémales. Voilà. Sauf que ici c'est pour tout x en fait, c'est pour ça qu'ils n'ont pas divisé par norme de x au carré, parce que éventuellement on aurait le vecteur nul. Donc cet exercice-là, on va pas le corriger, c'est très similaire à ce qu'on a fait précédemment, en plus de questions, hein. En fait, on peut se limiter aux questions 2 et 4. Voilà, on peut se limiter aux questions 2 et 4. Néanmoins, l'objet qui nous intéresse, c'est justement ce fameux q de x sur norme de x carré. On va reprendre ce qu'on avait fait, je vais tirer un trait pour signifier que c'est la fin de l'exercice. Et ici, on va s'intéresser, donc, on va prendre un vecteur x, si possible non nul, hein. Voilà, Rn privé du vecteur nul. Et on va s'intéresser à, cette fois, je ne vais pas l'appeler Qx, je vais l'appeler R de x, qui en fait correspond à xthx sur xtx, parce que là c'était norme de x, sauf que norme de x carré, sauf que x c'est un vecteur de Rn, et on sait qu'en fait la norme canonique, bah, c'est xx, voilà. Enfin ça c'est la norme canonique au carré. Bref, ça c'est notre quotient de Rayleigh. Cette application-là, elle est assez formidable. En fait, elle a plusieurs propriétés qui sont très intéressantes. Déjà, si jamais on prend un vecteur x qui appartient à Rn privé de 0, et là je vais donner quelques techniques. Une question que j'avais vue qui était posée c'est la première question d'un exercice sur le quotient de Rayleigh à l'ENS en PC. Donc c'est intéressant, hein, quand vous êtes en psy de faire les exercices de PC si vous avez le temps. Bien sûr, il faut privilégier ceux de psy, parce qu'en fait le programme de psy et de PC en maths est confondu. Donc c'est entre guillemets 2 fois plus d'exercices. Bref, pour un x dans Rn privé de 0, il était demandé de montrer que l'application R, donc qui a x associe xthx sur xtx avec h une matrice symétrique réelle et continue. Elle est continue. Non, c'était pas demandé qu'elle était continue. Il fallait en fait demander que elle les bornée et qu'elle atteint ces bornes. Voilà. Donc, vu qu'on a une... En fait, on se place ici dans le calcul diff, hein, parce qu'on a bien sûr une fonction qui est de Rn dans R. Donc, le premier réflexe, ça serait d'appliquer le théorème des bandes atteintes. Le théorème des bandes atteintes, quelles sont les hypothèses? Il faut que la fonction, donc la fonction R soit à valeur réelle. Ça, c'est OK. Donc, je vais mettre des cercles à valeur réelle. Il faut que la fonction soit continue. On va montrer que c'est pas trop problématique. Et enfin continue tout court. Et enfin, il faut qu'elle soit à support compact, donc c'est-à-dire sur un compact. Or, la notion de compact est hors programme en psy. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est sur un fermé, borné, non vide. Or, nous, justement, cette fonction R, elle est définie sur Rn privé de 0. Rn privé de 0, bah, c'est pas fermé. Donc là, il y a un premier problème. Quand vous souhaitez appliquer le théorème des bandes atteintes, la valeur réelle, bah, ça c'est immédiat.
le fait qu'elle soit continue, bah, ça se montre bien qu'elle est continue en les composantes de x, parce qu'en fait, quand vous développez x, tout ça, c'est polynomial en x, en les coordonnées du vecteur x, et tout ça, c'est polynomial en les coordonnées du vecteur x. Voilà. Alors, à la limite, on pourrait éventuellement le faire. Enfin, je vais pas le faire ici, mais ça reprend ce qu'on avait fait hein, là, parce que ici, il faut se dire que là, on a x, t, h, x. Bah, finalement, on aboutit à quoi? On aboutit à ça. C'est bien polynomial en x. Pas de souci à ce niveau-là. Donc, c'est continu, car polynomial. Voilà. Néanmoins, le problème, c'est qu'on n'est pas sur un fermé borné non vide. Comment faire? Et là, c'est là que c'est hyper important. Et quand je l'avais vu, je me suis dit, bah oui, c'est clair. Mais bah, c'est bien de le voir. C'est qu'en fait, cette fameuse fonction, si on prend un vecteur x, encore une fois, dans Rn privé de 0, et bah, un x, c'est égal, certes, à xthx sur x et x, mais c'est aussi égal en fait, c'est aussi égal à cette quantité-là. C'est-à-dire que là, on a simplement multiplié en haut et en bas par 1 sur norme de x carré. Donc finalement, bah, c'est la même quantité, on a bien égalité. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que là, finalement, vous avez montré que Rx, je vais le réécrire en bas, c'est égal à Rx sur norme de x. Donc, c'est-à-dire que en fait, Rx pour x parcourant Rn, bah, c'est strictement égal à R pour x parcourant la sphère unité. Car bien sûr, norme de x, enfin la norme de x sur norme de x, c'est égal à 1. Donc finalement, l'étude que vous faites de R sur Rn privé de 0, bah, elle est strictement similaire à l'étude que vous faites sur S1, donc la sphère unité. Voilà, et la sphère unité, bah, c'est bien un fermé borné non vide, et ça d'après le cours. Donc finalement, bah, vous pouvez bien appliquer le théorème des bornes atteintes, et vous pouvez bien montrer que cette fonction-là, elle est bornée, qu'elle atteint ses bornes. Voilà, c'est un premier tips sur le quotient de Rayleigh. Premier et seul type hein, d'ailleurs, hein, parce qu'ensuite je l'avais vu en exercice, mais je m'en souviens plus vraiment, je vais juste donner les informations euh, sur cette fonction-là. Donc cette fonction-là, elle est assez magique et en fait elle a permis de développer un algorithme qui permet justement de déterminer les valeurs propres et une base de vecteurs propres associés pour la matrice H, pour une matrice symétrique réelle. C'est-à-dire que vous prenez une matrice symétrique réelle et normalement la première chose à faire c'est, si jamais on appelle cette matrice-là la matrice A qui appartient à Sn de R, la première étape c'est de déterminer donc RA. RA c'est-à-dire le quotient de Rayleigh pour la matrice A. Donc xtax sur xtx. Pourquoi? Parce qu'en en fait on peut montrer, et ça c'est assez dingue, que les points, ici je l'énonce simplement, le but c'est d'apporter de la culture et si jamais ça tombe, au moins vous ne serez pas surpris. En fait, les points critiques de RA euh, sont les vecteurs propres de A. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'en fait, c'est là, je disais, où vous faites le pont entre l'algèbre et l'analyse. Parce qu'une notion telle que les valeurs propres, qui est vraiment purement algébrique, là, on arrive à faire le pont avec les points critiques. Les points critiques, bien sûr, c'est les x tels qu'on est gradient de RA en x qui soit égal au 0 de Rn. Voilà, parce que le gradient, encore une fois, c'est un vecteur colonne. Hein. Donc en fait, vous avez les points critiques. Et le truc qui est encore plus dingue, c'est qu'en fait, si jamais vous prenez donc un x qui appartient à l'ensemble des points critiques de RA, alors, quand vous faites RA de x, encore une fois, ce x est appartient au point critique, c'est-à-dire que vous avez gradient de RA de x qui est égal au vecteur colonne nul. Et bien quand vous faites RA de x, ça sera égal à lambda, la valeur propre
associé au vecteur propre x, tel qu'en fait vous obtiendrez ax est égal à lambda x. Voilà, et ça c'est assez dingue. C'est-à-dire que simplement en recherchant les points critiques, vous obtenez les valeurs propres de A. Donc là, pour une matrice 3-3, ça pose pas de problème, mais c'est-à-dire que si jamais vous avez une matrice qui fait du 1000, 1000 par 1000, 1000, bah, ça peut être pratique. C'est-à-dire que là, bah, vous faites tout informatiquement et il y aura beaucoup moins de problèmes à rechercher les points critiques. Et c'est assez dingue parce qu'en fait, ça mène des algorithmes assez intéressants qui vont en fait s'intéresser à minimiser justement le gradient. Donc le but, ce sera de minimiser le gradient de RA pour en fait déterminer là où c'est égal à 0, tel que ce soit un point critique, et ensuite de déterminer la valeur propre associée. Et donc on va passer à la dernière étape de la vidéo, qui est donc là ici, l'aparté c'était sur, je vais écrire en rouge hein, pour que ce soit plus clair, le quotient de Rayleigh, et ici c'était exercice. Donc là, le but, c'est vraiment d'apporter des compléments. C'est ce type de complément-là, typiquement, que vous trouverez dans le livre. Je fais de la publicité, je ne suis pas payé. Le livre de Maxime Puech, qui s'appelle, donc son livre, c'est Maths, en majuscule. Et en fait, dedans, il y a des exercices, mais le plus intéressant selon moi, c'est des compléments sur le programme. Sur le programme de psy en maths, vous trouverez des compléments intéressants en topologie, en endomorphisme remarquable, et je crois que le quotient de Rayleigh est dedans. Et le théorème, donc, courant Fischer, donc c'est justement, c'est très lié en fait euh, au quotient de Rayleigh, et ça permet en fait, en rangeant les valeurs propres d'une certaine matrice, donc on prend une matrice A qui appartient à Sn de R, vous rangez ces valeurs propres par ordre décroissant, et le théorème de Courant-Fischer permet en fait de donner l'expression euh, de la valeur propre, l'expression de la valeur propre. Donc en fait, il faut se placer sur un certain espace, et ça sera éventuellement donc le min, si je me souviens bien, ou le max de la quantité, donc AXX. Donc c'est en fait c'est dingue parce que AXX c'est un corps égal à XTAX. Donc en fait c'est ça qu'il faut retenir à travers cette vidéo, cette grosse vidéo. C'est que quand vous avez une matrice symétrique, c'est très intéressant de regarder XTAX. Parce que cette quantité revient partout, elle a des propriétés formidables, elle a des encadrements qui sont aussi dingues. Et je dis pas qu'il faut tous les connaître par cœur, mais savoir qu'on peut accéder à des résultats assez dingues à partir simplement de XTAX, bah, c'est important. Voilà. Donc il faut connaître quelques résultats associés, notamment bah, cette matrice-là, hein. Enfin, c'est bien sûr, vous n'êtes pas obligé de connaître l'équation de Rayleigh par cœur, ni courant Fischer par cœur, parce que c'est courant Fischer, c'est vachement compliqué. C'est plutôt niveau ENS, mais le but, enfin, c'est en tout cas de connaître cette matrice-là et de pouvoir dire à l'oral quand vous avez une matrice symétrique et que par exemple on vous demande un encadrement, qui peut être judicieux de s'intéresser à la quantité XTX et que ça permettra d'aboutir. Voilà. Donc c'en est à peu près tout pour cette vidéo. Je préfère pas m'étaler sur le théorème de Courant-Fischer parce que je suis pas spécialiste du domaine. J'y ai vraiment pensé comme ça et je me suis dit que ça pourrait faire un bon complément à la fin. Néanmoins, je vous invite réellement, je mettrai les liens d'ailleurs dans la description, enfin je peux pas mettre de lien dans la description, mais je les mettrai en commentaire, de vous rendre en fait sur BibMath. Voilà, de vous rendre sur BibMath et de vous rendre en fait dans la section dédiée au quotient de Rayleigh et dans la section dédiée au théorème de Courant-Fischer pour en apprendre plus sur ces théorèmes-là. Parce que c'est hyper intéressant et, euh, et voilà, ça vaut le coup, je pense, d'être vu, surtout quand vous préparez les concours, surtout les oraux. Ça peut faire la différence à l'oral d'avoir déjà vu ce genre de choses. Ça permet de pas être choqué et de savoir, d'avoir à peu près une idée de là est-ce que vous allez. Alors un peu dans la même veine, donc là c'est la fin de la vidéo.
Je prévoyais peut-être dans les prochains jours de faire un exercice, faut que j'arrive à le retrouver, sur le théorème du point fixe de Banach. Euh, alors je crois que dans le cas général, on se place sur un espace métrique, néanmoins, et qu'en fait on a une fonction qui est une application qui est contractante. Néanmoins, je sais qu'on peut faire enfin, le démontrer dans un cas très précis pour les fonctions lipschitziennes sur un espace vectoriel normé. Voilà. Donc dites-moi si jamais ça vous tente de faire le théorème du point fixe de Banach. Mais c'est un exercice que j'avais trouvé vachement intéressant pendant l'année. Et il permet en fait de remettre un peu les idées au clair en espace vectoriel normé. Ça permet de revoir aussi les fonctions lipschitziennes et le résultat est assez sympa. Donc voilà, et en plus c'est un classique, ça tombe de temps en temps aux oraux. Enfin, c'est bien de l'avoir déjà vu. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a été utile. Redites-moi si jamais vous trouvez pour ce fameux exercice 23 qui m'a bien embêté. Et en tout cas, je pense que ce sera tout pour moi. Et on va suivre après le rythme classique, hein. Je ferai, je pense, d'autres vidéos. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. De toute façon, vous me contactez dans les commentaires ou sur X, je répondrai. Et c'est avec plaisir hein, que je continuerai sur cette voie.